Là, symboliquement, hein, j'avais souhaité que cette courbe-là soit mise en avant parce qu'elle est le symbole finalement de ce qui est en train de se passer, en tout cas pour le secteur de la filière viande bovine. Voilà, je la relate très rapidement puisque le sujet de contractualisation va s'enclencher derrière. La courbe en bleu sont les prix payés aux producteurs, non contestables puisque c'est les cotations en France Agrimaire. La partie verte, ce sont les coûts de production des producteurs et la partie rouge, c'est le prix consommateur. Donc c'est l'indice de prix INSEE. Donc tout ça, ce sont des courbes qui sont incontestables. Personne n'avait pensé à les mettre ensemble. Voilà. Et je pense qu'elles sont très révélatrices d'une situation où finalement on voit que la tendance prix consommateur, vous prenez 1997 pour arriver à 2017, eh bien vous avez une tendance lourde d'un indice qui a progressé de près de plus entre 50 et 60%. Voilà. Ça, c'est la réalité de la vie de tous les jours. Alors sur lequel j'entends bien la grande distribution va nous expliquer qu'elle a eu des coûts. Et c'est très intéressant, je l'expliquais à mon voisin tout à l'heure, le décrochage s'est fait au moment de la crise de la vache folle. Globalement, les trois courbes cohabitaient. Et à un moment donné, il y a eu un décrochage. Et vous voyez d'un côté le prix consommateur qui a monté et le prix producteur qui s'est effondré. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premières explications avec le consommateur, où notamment vous avez mis en avant, et vous aviez raison, voilà, on a des coûts supplémentaires en termes de traçabilité, puisque c'était après la crise de la vache folle, en pleine crise de la vache folle. On a des coûts supplémentaires qui avaient été mis en place pour le traitement des farines. Donc tout cela, vous avez su l'expliquer aux consommateurs, mais de l'autre côté, ça a ancré dans l'idée que finalement, il y avait une inflation chaque année, et que cette inflation se traduisait dans le prix. Et globalement, ben voilà, sur une tendance lourde, on est à un indice 160 aujourd'hui, mine de rien, quoi. Voilà. Et on est avec des producteurs dont la courbe, elle n'a pas suivi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir, par rapport à la courbe verte, des coûts de production. J'ai presque envie de dire, si je fais simple, hein, vraiment je schématise, ben écoutez, vous savez ce que vous nous devez entre la courbe verte et la courbe bleue. Voilà, c'est ce que on nous doit aujourd'hui. C'est très schématique, hein, mais ça montre la réalité de ce qui est en train de se passer. Et tout ça s'est fait, je vais répondre à votre question, avec la bénédiction du droit à la concurrence. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Et je ne reviens pas sur ma démonstration, tout ça dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat, tout ça très bien vendu par la machine communicante de la grande distribution, et puis certains commençant de se dire que ce schéma-là arrivait au bout, pour ne pas le citer, Système U avec son patron Serge Papin, et puis ont toute l'ambiguïté que Michel-Édouard Leclerc a du matin au soir à dire « je suis le grand protecteur des consommateurs », mais en même temps c'est le plus grand destructeur d'emplois de France. Puisque tout ça va à l'inverse du développement des territoires ruraux, tout ça va à l'inverse de conforter les PME, PMI dans notre pays, et tout ça va dans le sens plutôt de préserver des modèles économiques hyper compétitifs et sur lesquels nous on se trouve coincés avec des coûts de production, avec des attentes sociétales et sur lesquels on n'arrive pas à imprimer notre modèle économique. Donc, on est à l'heure du rendez-vous, hein, puisque ces états généraux, j'espère que les états généraux de l'alimentation ne se transformeront pas comme le dernier Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire, ça s'est terminé par des coûts supplémentaires, des charges supplémentaires, et sur lequel, j'ai envie de dire, le consommateur, globalement, était cocu. Voilà, on a fabriqué des coûts supplémentaires, mais on n'a pas su régler le problème de la répartition de la marge. Allez, on y croit. C'est bien pour ça qu'on a insisté pour que les deux ateliers soient scindés. Et on a insisté fortement pour qu'on traite d'abord en premier ce sujet qui est quand même la plaie de ce pays, de la relation commerciale. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Alors, l'heure du rendez-vous, finalement, avec un droit à la concurrence alors on écoutera ce que dira M. Desmoulins là-dessus, mais où finalement, nous, ce qu'on demande, c'est très simple. Il faut inverser la relation commerciale. C'est-à-dire on est dans une relation commerciale qui part du haut et qui descend en bas. Et le droit à la concurrence appelle ça, comment je dirais, des relations saines et loyales. Enfin, je vous avoue franchement, ça nous fait rire. Quand vous vous retrouvez dans un pays avec la puissance que représentent 4 centrales d'achat aujourd'hui, par rapport à la multitude d'opérateurs qui sont
qui sont présents dans les box pour être référencés, c'est le bon mot, hein, référencés, voilà, c'est le grand mot, référencé. Je ne sais pas si c'est inscrit dans le droit à la concurrence, référencé d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer par des fourches codines pour pouvoir accéder à un rayon de magasin. Donc dans la version de la relation commerciale, nous ce que l'on souhaite, c'est qu'on parle d'abord dans une relation où on respecte ce qui se passe chez le producteur. Donc au lieu de construire le prix par le haut, qui pour nous n'est pas un prix d'une relation, d'un prix de marché, équilibre offre et demande, mais qui est une négociation forcée. C'est-à-dire on est dans un rapport de force qui est déséquilibré. Toujours avec la bénédiction du droit à la concurrence, toujours dans l'histoire qui est racontée du pouvoir d'achat du consommateur et d'un consommateur qui est complètement perdu aujourd'hui. Donc, ce que l'on demande, nous, c'est dans la construction montante, à travers nos organisations de producteurs, parce qu'on a aussi des efforts à faire de notre côté, à travers nos organisations de producteurs, on se met d'accord sur le coût du produit qui est fait dans les exploitations. D'ailleurs, c'est le principe que l'on a mis en place dans Éleveurs et Engagés. On part à partir d'indices qui sont constatés, qui permettent de voir quels sont les différents coûts qui sont en moyenne dans les exploitations, et on prend bien dans cette moyenne non pas le coût des exploitations qui ne sont pas opérantes. On prend à la moyenne supérieure. Donc on est des gens sérieux, on se base sur des exploitations, on va dire plutôt d'avenir, avec des coûts maîtrisés. Et dans cette négociation montante, notre organisation de producteurs devra porter cette demande de prix avec l'abatteur transformateur et ensuite l'abatteur transformateur avec le distributeur. C'est ce qu'on appelle la relation commerciale à 3. Ah ben là, le droit à la concurrence dit non, stop. Une relation commerciale, c'est à 2. Ah ben oui, c'est toujours le dogme. Voilà, c'est à 2, ça peut pas être à 3. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'on est passé par-dessus. On a dit, puisqu'on n'y arrive pas avec les abatteurs transformateurs, les producteurs, on allait négocier directement avec la grande distribution. Et en l'occurrence, on avait démarré avec Système U. Donc, on est arrivé à un point très stratégique. Moi, je ne sais pas ce que va annoncer le président de la République sur ce sujet-là. Un clin d'œil de l'histoire quand même, un petit clin d'œil. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu le rapport Charrier, c'était en 2004 ou 2008, je ne sais plus. 2008, voilà. Voilà, on l'avait dit à l'époque, la LME avait été écrite par Michel-Édouard Leclerc. Clin d'œil de l'histoire. J'ai retrouvé ça la semaine dernière. Un des rédacteurs du rapport s'appelait Emmanuel Macron. Voilà. Et c'est les hasards de la vie qui font ça. Donc on verra quelle décision il va prendre cette semaine. En tout cas, pour nous, la relation contractuelle de demain, elle devra être montante. Et je pense que le consommateur a intérêt à avoir cette relation montante parce qu'en même temps, on fera coïncider la construction du prix avec l'histoire à raconter. Monsieur Nico, une réaction. Moi, effectivement, les propos de M. Fleury sont tout à fait clairs. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur deux choses. Premièrement, toutes les filières ne sont pas toutes comparables. Hein, là, on parle de l'agriculture du producteur, mais il y a quand même entre le producteur céréalier, le producteur de viande bovine, le producteur de fruits et légumes, tout ça, c'est quand même très, très différent. Et les filières ne sont pas organisées de la même façon. Et les façons de contractualiser ne sont pas non plus forcément de la même façon. Tout ça parce qu'il y a des problèmes de stockage. Le blé, ça se stocke, les bovins, beaucoup moins. Et puis la salade, encore beaucoup moins. Bon. Donc, il faut quand même qu'on fasse très attention à ça. En plus de ça, on est entre nous, on est notre petit village gaulois là aujourd'hui, mais n'empêche que si on regarde le blé, sur 25 millions de tonnes produits, il n'y en a que 5 millions qui sont consommés pour l'alimentation humaine en France. Donc le reste, ça va où ? Et donc il faut qu'on fasse très attention à ça. De la même façon pour les bovins, il y a quand même de l'exportation de broutard, il y a des choses de ce genre. Bon, alors on n'est pas tout seul non plus au monde. Alors, on peut bien contractualiser dans notre petit village chez nous, quoi, dans nos régions, dans nos relations immédiates. Mais après, il y a les interférences extérieures qui jouent tout de même. Et là, on peut beaucoup moins contractualiser. Donc, c'est ce qui tempère quand même la relation ou les propos avec tout de même
ce qui permettrait de contrebalancer, c'est effectivement l'intérêt ou l'attachement pour la production locale française la plus proche. Ça, c'est indéniable. C'est ce qui restera de plus fort partout, y compris pour Système U, y compris pour les grandes distributions, y compris pour les artisans qui commercialisent. Je pense que c'est là la base du dossier, à mon avis. Monsieur Fleury. Oui, enfin, on va être d'accord sur le secteur que je représente, la viande bovine. Et là, pour une fois, on peut rendre grâce à la grande distribution, mais je pense qu'on l'a aidé aussi. C'est 98% de la viande consommée est française, dans la grande distribution française. Voilà, mais je pense qu'il a fallu aussi surveiller régulièrement. Et puis finalement, je pense que c'est dans l'intérêt commun du consommateur avec cette proximité. Le point où on est beaucoup moins bon, qui est un vrai sujet d'ailleurs, beaucoup plus politique des pouvoirs publics, qui est celui de la restauration hors domicile, où on est à 70% de viande d'importation. Donc c'est quand même hallucinant. Tous nos publics fragiles, personnes âgées, enfants dans les cantines et puis maisons de retraite, on a réussi le tour de force politique de les nourrir qu'avec des viandes d'importation. Donc voilà. Mais moi je suis, comment je dirais, je voyage beaucoup. Vous savez, tout le monde renationalise en ce moment, hein. Par rapport aux produits viande bovine. En Allemagne, on va consommer de la viande bovine allemande. En Irlande, on va consommer de la viande bovine irlandaise. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est de la proximité. Voilà. Et puis après, il y a la partie échange sur laquelle il faut être compétitif. Donc on n'est pas naïf par rapport à la compétitivité. Monsieur Willow. Je n'ai pas imaginé que vous étiez naïf une minute. Vous voulez répondre à M. Fleury? Oui. Bah, écoutez, oui, le constat est clair. Les attentes sont fortes. Ça, c'est une chose. Les négociations commerciales montantes, oui, on en est favorable. Alors montante, c'est pas tellement le terme qu'on utiliserait, mais en tous les cas, que le producteur, même s'il y a un intermédiaire, participe à les négociations pour voir où vont la valeur ajoutée de ces négociations commerciales et comment elles sont orientées, est importante, puisque elles ne sont pas descendantes avec tout le monde, nos négociations commerciales. Quand on est en négociation commerciale avec un groupe comme Nestlé, avec Danone, le pot de fer contre le pot de terre, ce n'est pas dans le sens qu'on croit. Hein, c'est Danone, Nestlé, c'est les grands groupes de l'agroalimentaire qui nous dictent leurs conditions et qui nous dictent leurs prix, bien souvent, grâce à des lois qui ont permis de le faire. Il y a eu plusieurs lois qui se sont succédées sur la fixation du prix de vente. Vous aviez la loi Galland dans le temps, la loi Galland qui a interdit de vendre à perte avec un SRP à zéro suite à avant une possibilité de vendre à perte, c'est-à-dire que nous pouvions dans nos magasins décider sur notre prix facturé net facture de vendre en dessous du prix facturé, en ayant des marges distribuées par les grands groupes de l'agroalimentaire qui étaient des marges arrière, qui nous rémunéraient en ristourne ou en autres marges différées. Pour stopper tout ça et pour gérer une question politique finalement à l'époque, uniquement. Quand il y a trop d'inflation, on veut la mesurer. Quand il n'y en a pas assez, on veut créer de l'inflation. Et puis finalement, on a mis cette loi qui s'appelait la loi Galland, qui permettait plus de vendre à perte, qui a permis à certains groupes de la grande distribution et à des grosses boîtes d'agroalimentaire de maîtriser leur outil de production, puis de distribuer encore des marges arrière, parce qu'elles n'étaient pas interdites. Deuxième loi qu'il y a eu, après on a eu du Trade, on a eu toutes ces lois qui se sont succédées. Donc effectivement, on répond toujours à un moment, à une conjoncture du moment pour faire plaisir à un électorat. Et c'est pas ce qu'on veut construire là dans les assises de l'alimentaire. On veut construire quelque chose de pérenne qui crée de la valeur ajoutée dans nos filières de manière égalitaire. On a nous aussi des besoins exprimés dans ces négos et c'est pour ça que voilà, c'est l'occasion aussi de jouer carte blanche. Quels sont nos besoins de marge dans nos métiers? On en a besoin aussi. On a besoin pour couvrir nos charges de marge qui nous permettent de réinvestir demain dans le digital, dans la nouvelle traçabilité, dans ces outils qu'on nous demande, on ne nous demande pas, que le marché nous impose de développer. Donc on a tous besoin de rentabilité dans une affaire, mais il faut que la rentabilité elle soit partagée et il faut qu'on accepte de recréer de la valeur dans toutes ces filières, qu'on accepte de payer quelquefois un peu plus cher le prix de produit, pour que, effectivement, on soit tous contents de tout ça. Et il faudra qu'il y ait des acteurs qui soient un petit peu plus cadenassés dans la fixation du prix, toujours vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, parce que quand on aura toujours ces acteurs, citez Leclerc, mais j'en citerai un autre qui s'appelle Lidl, qui est le numéro 1 pour la MDD. La MDD, on fait quand même fabriquer nos MDD, nous, à des entreprises de l'agroalimentaire qui ne sont pas des grosses entreprises, bien souvent, qui sont des petites structures où on crée de la valeur ajoutée sur ces MDD. Lidl est en train d'emmener une MDD qui est une MDD un petit peu plus élevée qu'avant parce qu'ils ont changé de format de magasin, et bien nous emmène vers un prix qui est de plus en plus bas et qui crée de la sous-valeur. Donc encadrer tout ça, il faut faire attention à tout. Il faut accepter également lors de ces négociations commerciales que effectivement
cette nouvelle loi, et moi j'en parlais en privé tout à l'heure, il faut faire attention que cette nouvelle loi, ces nouvelles conditions d'achat, de conditions de coopération commerciale qu'on pourrait avoir entre nous ne profitent pas qu'aux grands groupes de l'agroalimentaire. Tout simplement parce que là, ils sont en train de pousser très fort avec l'ANIA. L'ANIA qui dirige finalement derrière tout ça, c'est Nestlé, c'est Danone, etc. Qui vont, eux, se frottent les mains en se disant tiens, on va avoir des conditions commerciales privilégiées, ça va nous profiter à nous, ils n'ont pas besoin de résultats nets supplémentaires. Je vous rassure, c'est 2 chiffres avant la virgule, en valeur relative, en général, pour tous ces groupes-là, ce qu'on ne connaît pas chez nous. Et effectivement, il ne faut pas que ça leur profite à eux. Il faut que cet encadrement des négociations commerciales profite certes à l'agriculture, de manière générale, et aussi aux petites entreprises de l'agroalimentaire. Les PME de l'agroalimentaire, on en a à Dijon, on a Fallot, Mulot-Petitjean, tous ces gens-là qui font des choses et qui on travaille en direct. Eh bien, eux, ça doit être les grands bénéficiaires, s'il y a des bénéficiaires, on l'espère, de cette nouvelle contractualisation des négociations commerciales. Il faudra faire attention à ce virage s'il y a des bonnes nouvelles, mais il ne faudra pas qu'on les prenne naïvement, puisque l'effet pervers, on les connaît après tous ces changements successifs de loi qu'on a vécu ces dernières années. Monsieur Clémensin, c'est peut-être l'occasion de répondre à Monsieur Fleury tout à l'heure qui vous interpellait sur le prix. Non, mais moi je suis tout à fait en phase avec aussi son analyse. Les consommateurs veulent avoir un regard sur la fabrication des prix également. Et surtout pour veiller également à ce que, comme je le disais en introduction, le prix soit juste pour le consommateur. Ils ont accepté si on démontre qu'il y a des aménités plus positives dans certains produits, de le payer un petit peu plus cher. Et je pense que la viande de qualité, malheureusement, elle est un petit peu maltraitée. On a l'impression quand même de la payer trop cher, alors que vous, éleveur, vous dites elle ne vous rémunère pas au juste niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de répartition de marge. Nous sommes, après le bio, nous sommes prêts à aller voir ce qui se passe dans cette filière. Et on pense qu'effectivement, quand on retrouve à la consommation une viande de qualité à un certain prix et que ça correspond à peu près au double du prix de la sortie de l'abattoir, qu'il y a un maillon qui s'en met un petit peu dans les poches, alors qu'on pourrait penser que l'agriculteur pourrait en retirer plus de bénéfices. Très bien. Mais, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que supportent le plus mal les éleveurs. Est-ce que c'est le manque de marge ou est-ce que c'est les fluctuations qui sont quand même très importantes dans le marché? Je dirais les deux, mais... Quand les fluctuations sont à la hausse. Non, mais le secteur viande bovine n'est pas dans des fluctuations. Il n'est pas dans les fluctuations. On est globalement sur on le voit bien d'ailleurs les courbes, on est sur une perte financière qui est structurelle. C'est-à-dire le modèle économique ne fonctionne pas aujourd'hui du fait qu'on n'a pas réglé ce problème de la relation commerciale. Voilà, et on cherche des échappatoires aujourd'hui sur lequel on se reprend la société sur la figure parce qu'on se dit finalement si on n'arrive pas à régler le problème sur le marché intérieur, il faut aller conquérir des marchés à l'export et par principe dans la loi de l'équilibre de l'offre et de la demande, si vous exportez plus, eh bien vous asséchez le marché intérieur. C'est une loi de l'économie qui est très simple, ça. Voilà, donc je pense qu'il faut des deux. Il faut un flux d'exportation parce que la France produit beaucoup plus qu'elle ne consomme. Et tant mieux, parce que ça fait des retours de devises. Mais c'est le modèle économique qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Pour remettre une petite couche là-dessus, effectivement, il faut des règles qui soient... On les attend. On a envie d'avoir pour une fois quelque chose de serein dans les années qui viennent, d'être content de travailler avec vous, que vous soyez content de travailler avec nous, qu'on puisse vendre vos produits de qualité, qu'on puisse se développer les gammes, qu'on puisse aller plus loin, quelles que soient les filières, parce qu'on parle que de la filière bovine, mais
Il y a aussi la filière porcine, il y a les fruits et légumes, il y a le lait. Là, c'est un autre problème. Mais vous parliez d'organisation, et c'est d'autres organisations, effectivement. Là, on a plutôt des difficultés pour travailler en filière courte, avoir des bassins de production près de chez nous. Quand on est en Bourgogne, on a très très peu, par exemple en fruits, effectivement, on passait par des grossistes du milieu de la France. Bon, il y a tous ces problèmes peut-être à réfléchir en amont, au-delà des négociations commerciales, à l'organisation de l'agriculture et qu'on y participe tous pour pouvoir éliminer quelques intermédiaires qui, ces intermédiaires, créent une différence quelquefois entre le prix que nous on achète finalement au magasin et le prix qui est produit à l'agriculteur, même si on a une marge qui n'est, je le rappelle encore une fois, pas le résultat net de l'entreprise. La marge, elle sert à couvrir les charges. Parce que souvent, il y a des raccourcis qui sont faits dans les journaux, etc., où on parle de marge de la grande distribution. La marge sert à couvrir nos charges, parce qu'on a des charges aussi dans nos métiers. Et donc, le résultat, c'est la différence. Voilà. Et effectivement, ces besoins de marge, il faut qu'on puisse les exprimer clairement. Et que l'articulation de ces marges, parce que quelquefois, on va parler de 40-50% de marge sur certains secteurs de produits, c'est vrai, parce qu'il y a 10 ou 12 dans une autre famille qui pèsent plus lourd. Donc, l'articulation des marges doit être revue également avec... qu'elle doit bénéficier aux plus fragiles, cette rentabilité, et qu'on devrait pouvoir améliorer notre niveau de rentabilité sur les produits les plus lourds pour pouvoir diminuer notre besoin de marge sur les produits qui sont souvent liés à des entreprises plus fragiles ou à des filières plus en difficulté. Voilà. Très bien. Merci M. Nicot. Monsieur Clémensin là, nous parle qui voudrait connaître la constitution des prix, mais qu'est-ce que vous pensez de l'Observatoire du prix et des marges? Justement, on fait des propositions dans le cadre des ateliers des États généraux en demandant que le périmètre d'étude de cet observatoire soit étendu à l'ensemble des produits alimentaires et qu'il fasse apparaître la transparence dans la construction des prix alimentaires et qui publie notamment la marge nette au niveau de la transformation et de la distribution pour chaque acteur et enseigne. Donc ça, c'est une demande forte. Et ça veut dire qu'on veut prendre part à la discussion pour connaître ouvertement où là, et montrer là où il y a des distorsions. C'est pas pour... au contraire, il me semble qu'on fait le jeu de la production également si, comme on le suspecte, un certain nombre de marges ne sont pas, pour l'instant, suffisamment équilibrées. Très bien, merci. Je peux vous dire que pour la filière blé, farine, pain, je suis surpris de l'exactitude des chiffres qui sont fournis. Hein. C'est impressionnant. Hein. J'avais juste vraiment, je suis un grand bavard, il faut m'arrêter Cyril, oui, mais il y a vraiment un point que j'ai oublié, et c'est le sujet européen. Parce que le législateur est présent dans la salle, la représentation de l'État aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France n'a pas d'excuses par rapport à la conclusion de ces États généraux, puisque la porte est ouverte à Bruxelles. Voilà, c'est-à-dire il y a vraiment cette prise de conscience qui s'est faite au Parlement européen, à la Commission, sur ce sujet de dysfonctionnement de la chaîne alimentaire. Parce que le terme à Bruxelles, c'est la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, il y a eu un accord, c'est peut-être un scoop que je vais vous donner, il y a eu un accord la semaine dernière, dans le cadre du trilogue, dans le langage européen, c'est-à-dire Conseil, c'est-à-dire les États, le Parlement européen et la Commission, et je le dis tout de suite, la partie agricole de la Commission de la DG Agri, et avec la DG Concurrence qui a refusé de siéger. Pour vous dire comme c'est tendu tout de suite. Et le Conseil a passé outre, donc pour une fois le politique a pris le pas, a passé outre une DG Concurrence à Bruxelles qui se sent atteint au plus profond du dogme, le fameux dogme, et on est à la veille qu'il puisse se passer quelque chose. Il y aura un vote sur l'évolution du droit à la concurrence début novembre, lors de la prochaine réunion des ministres, et le hasard du calendrier veut que le président de la République, lui, va s'exprimer cette semaine. Or, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les calendriers. Et tout le monde attend à Bruxelles la position que la France va prendre cette semaine sur ce sujet de l'évolution du droit à la concurrence dans les relations commerciales.